vous connaissez le principe de la roulette mexicaine? C'est des gens qui se menacent mutuellement avec une arme. Bah, mis à part que Bruxelles a un pistolet à bouchon, ou un pistolet à eau, les Britanniques ont un flingue chargé. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'UE a envoyé 2 chiens d'attaque, le gaulliste retourné, M. Barnier, et l'insulte à toute esthétique humaine qui est Guy Verhofstadt. Donc, ça va, hein, pour conquérir une île que ni les nazis, ni Napoléon, ni César n'a pu tenir complètement. Pierre-Yves Rougeron, bonsoir, hein. À la différence des autres jours, c'est le soir. Donc on est le vendredi 31 mars pour le curé de campagne numéro 3. Donc premier sujet, on l'avait laissé en plan la semaine dernière dans l'attente des évolutions. La visite de Marine Le Pen à Moscou, qui a été reçue donc par Vladimir Poutine, le président russe. Et d'ailleurs peut-être à mettre en comparaison avec le fait que 3 autres des candidats les plus élevés dans les sondages ont eux fait le voyage à Berlin, c'est M. Hamon, M. Fillon et M. Macron. Finalement, il y a guère que Jean-Luc Mélenchon qui n'aura pas fait de grandes, jusqu'à présent a priori, de grandes visites internationales, un peu de promotion de sa campagne et autres. Que penser de ces différentes visites? Est-ce que c'est une forme de soumission? Est-ce que c'est juste pour dire j'ai une stature internationale? Qu'est-ce qu'il faut penser? Alors, il faut différencier les cas. Il faut savoir que sur les 5 candidats qui sont les premiers dans les sondages d'opinion, c'est très drôle d'ailleurs, c'est vraiment clivé. Il y a Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont des programmes de relations avec le monde, peu importe ce qu'on en pense sur le fond, mais eux, il y en a. Et vous avez 3 programmes européistes, point. C'est-à-dire Berlin, 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 allons lécher les bottes de la Reich-chancelière, allons sucer du casque à pointe. Bon, très bien. Alors bon, chez Macron, c'est pathologique. Hein, il se jette au bas des boches comme sa classe sociale a toujours su le faire. Ça, c'est pas grave. Hamon, lui, essaye d'aller embrasser, comme Laurent Blanc embrassait Barthez au Mondial 98, lui, il embrasse le crâne déplumé de Martin Schulz. Ça lui portera pas chance parce que de toute façon, comme le disait très bien Canteloup, il va paumer. Hein, il avait eu quoi? Une très belle expression. Hamon, il est sympa, il a la branlée joyeuse. C'est assez bien dit. Et quant à Fillon devrait aller à Moscou, mais comme ses baloches ont mis les voiles, il n'ira qu'à Berlin, pour garantir un programme d'austérité qui fait fantasmer les Boches par rapport au fait d'écraser la France, mais que les Allemands ne se rendent pas compte que si Fillon faisait le programme d'austérité, la grande perdante serait l'Allemagne. Parce que, mais ça on pourra y revenir techniquement. Sur le fait, vous avez donc 3 programmes pour qui la France, c'est-à-dire que la France n'a d'extension qu'en Europe. Ce qui est historiquement faux, économiquement faux, diplomatiquement faux. La Guyane le rappelle. La Guyane le rappelle. Mais bon, peut-être que pour M. Macron, la Guyane fait partie uniquement de notre politique de la mer. Comme chacun sait, la Guyane est une île. Hein, d'ailleurs, comme disait Houellebecq, la tentation d'une île, et je pense que M. Macron a la tentation d'une île et quelques paradis artificiels pour pouvoir faire le voyage. Et vous avez Jean-Luc Mélenchon qui lui a un programme très structuré en termes de relations internationales, mais qui n'a pas encore fait de déplacement, je pense, parce que si on voit les zones que Jean-Luc Mélenchon préfère, l'Amérique latine, la Russie, la francophonie. S'il fait un déplacement, il lui sera, à l'exception d'un déplacement en francophone, soit ignoré d'un déplacement latino-américain, soit tout le monde va lui sauter sur le paletot comme à une vulgaire Marine Le Pen, si c'est un déplacement à Moscou. Bon. Marine Le Pen, elle assume ses politiques étrangères, elle n'est pas allée qu'à Moscou. Elle est allée, et je pense que c'est son plus beau déplacement pour l'instant, elle est allée voir Idriss Déby. On peut ne pas apprécier ou du moins nuancer le discours qu'elle y a donné sur la notion de France-Afrique, qui est une notion un peu complexe historiquement, mais elle est allée là où notre avenir se joue au premier chef, c'est-à-dire autour du lac Tchad. Pourquoi ? Et là, Marine Le Pen a été très bien inspirée. C'est
parce que le lac Tchad, on va être très simple. L'Afrique du Nord, c'est-à-dire Maghreb-Machrek plus les pays immédiatement limitrophes jusqu'aux tropiques, il y a à peu près 2 outils militaires solides. L'armée tchadienne, l'armée algérienne. Le reste n'existe plus par notre propre faute. Nous avons soutenu le printemps arabe, résultat la Tunisie par terre, nous avons soutenu l'écrasement de Kadhafi, et nous soutenons par la politique européenne de soutien aux frères musulmans l'affaiblissement ou la tentative d'affaiblissement du maréchal al-Sisi. Résultat, il ne reste pour toute cette zone qui, je le rappelle, est plus grande que l'Europe occidentale. Il y a 2 outils militaires solides, l'Algérie et le Tchad. Si Idriss Déby venait à être défait par Boko Haram, ou à être déposé par un excès de démocratisme violent occidental, relayé par des gens aussi inconscients que M. Macron, ses déclarations sur la Syrie prouvent qu'il est, en plus d'être léger, qu'il est inconscient, eh bien nous nous retrouverions avec une zone plus grande que l'Europe occidentale à protéger, avec 3000 soldats français sur sol, point. Oui, parce qu'en plus l'Algérie peut, Et, quelques années... et si l'Algérie tombe, là c'est un cauchemar. Donc, Marine Le Pen a eu tout à fait raison d'aller voir Idriss Déby. Peu importe que Idriss Déby soit à la fois le pompier et le pyromane de la zone. Si vous voulez, un jour ou l'autre, il faut savoir ce qu'est le réalisme diplomatique. Il y a des hommes qui sont là, qui ont vocation à y rester. Donc si vous voulez, si ces zones vous concernent, vous devez leur parler. C'est simple. C'est comme dans une copropriété, si vous voulez. Les parties communes, vous devez les gérer. S'il y a un problème dans les parties communes, elles arrivent dans votre appartement. Donc il faut pas parler aux gens qui sont autour. Point. C'est logique. Marine Le Pen a tout à fait raison également d'aller en Russie parce que il y a un conflit, ce qu'on appelle les conflits gelés, Moldavie et Ukraine, dont l'un a totalement dégelé, est en train de pourrir, le conflit ukrainien, conflit moldave qui ne demande qu'à arriver définitivement à la surface, plus d'ailleurs des conflits balkaniques en voie de réanimation, c'est-à-dire, ça c'est à nos portes. C'est totalement à nos portes. Belgrade, je crois que c'est 1h30 ou 2 heures de vol par rapport à Paris. Donc, allez voir la puissance la plus proche et la puissance qui, pour l'instant, a montré sa volonté de stabilisation. Là, vous n'êtes pas dans une entreprise de soumission. Poutine, quoi qu'il en ait été accusé, ne veut pas avoir d'impact sur les élections françaises, n'a pas eu d'impact sur le Brexit, n'a pas eu d'impact sur Trump, et ça même les services américains aujourd'hui le disent, et ne veut pas avoir d'impact sur Marine Le Pen. Pourtant, ils viennent de dire, les services américains, qu'ils étaient très impliqués dans les élections néerlandaises et maintenant dans les françaises. Dans les élections néerlandaises, ils ont été tellement impliqués, vous avez vu le résultat. Non mais à un moment, il faut arrêter de déconner. D'ailleurs, j'ai mes preuves, je sais pas... non mais ça, c'est quelque chose de typique à Bruxelles aujourd'hui, c'est-à-dire quand on n'a rien à dire, il y a toujours un hacker russe dans le coin. C'est-à-dire le diable s'habille en chapka, et de toute façon, j'ai un corps au pied, c'est la faute de Poutine. Hein, et si c'est une verrue, c'est la faute à Le Pen. Bon, donc, à un moment, il faut arrêter de déconner. En plus, le caractère pro-russe de Geert Wilders est quand même assez relatif, parce que je rappelle qu'il est néerlandais, que la politique historique des Bataves, ce n'est pas ça, hein, et qu'aujourd'hui, Geert Wilders, avant tout, a tout simplement paumé son élection pour une raison, c'est qu'il a été battu sur le projet de société économique et sur le fait que le Premier ministre en place ait joué le populisme anti-islamique de manière plus crédible que lui. Point. Il n'y a pas de Russes là-dedans. Et d'ailleurs, il y a un point qu'il faut souligner, c'est aujourd'hui le pouvoir néerlandais est en train de commander des rapports sur le coût réel de la sortie de l'euro, ils vont avoir des surprises. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont voir que c'est plus bénéfique qu'autre chose. C'est parce que ça, c'est le vrai contre-coup du Brexit. C'est-à-dire que les Pays-Bas ont toujours été le miroir du libéralisme britannique sur le continent. Et donc, ils se préparent à partir. Et de toute façon, ils finiront par partir parce qu'ils ne peuvent pas être interlandisés. Ils ne peuvent pas vivre à la remorque de l'Allemagne. Et ils savent que l'Europe, par la société inclusive, par le multiculturalisme violent, c'est-à-dire que l'Europe, c'est
le projet européen, c'est ce que fut au pire les Pays-Bas, et encore en pire, pour tout le monde, en termes de multiculturalisme, etc. Les Néerlandais ne le veulent pas, profondément. Et il est tout à fait normal qu'après les Britanniques, ce soit eux qui se posent ces questions. Ça n'a rien à voir avec la Russie. Rien à voir. Donc, là, c'est pas de la soumission. De l'autre côté, quand vous allez sucer les casques à pointe, là, vous vous soumettez. Ou que vous allez embrasser le crâne chauve de Martin Schulz, c'est la même chose. Hein. Fondamentalement, c'est la même chose. Parce que il faut que vous compreniez, que tout le monde comprenne, que cet occidentalisme détraqué, délavé et dégénéré, qui a été défait lors de la défaite d'Hillary Clinton, s'est réfugié en Europe et tient l'Allemagne. Tient l'Allemagne parce que c'est l'outil que le germanisme prend pour dominer aujourd'hui, comme le nazisme le fut dans son temps. Or, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est simple. Quels sont les partis eurocratiques à différents degrés en Allemagne? Tous. De l'AfD à Schulz, en passant par Merkel. Donc, ils ne seront pas délogés d'Allemagne. Par contre, s'ils sont délogés de France, ils sont si vous voulez, assignés à demeure en Allemagne. C'est pour ça que tout le démocratisme vous couronne la Reichschancelière, ce qui est quand même à hurler de rire. Hein, les droits de l'homme enseignés par Berlin, il faut quand même arrêter de déconner. Et la seule différence qu'il y a aujourd'hui entre Schulz et Merkel, c'est que Schulz veut utiliser le masque de Juncker pour cacher le Reich, Merkel s'en passe. Point. Et selon que vous allez lécher le casque à pointe de la Reichschancelière ou les bottes de Martin Schulz, c'est que vous préférez l'impérialisme sans masque ou l'impérialisme masqué. Point. Au passage, ça renseigne également sur la réalité de l'influence exercée sur M. Fillon par des gens qui, eux, ont des idées, quoi qu'on pense d'eux, géopolitiques assez saines. Je pense à M. Mariani et à d'autres. Parce que ça veut dire que les fameux contacts russes de M. Fillon, c'est du flan. Je crois d'ailleurs que M. Fillon, même s'il appuie toujours la paix en Ukraine, il ne faut pas lui faire de procès, a dit que la Russie est un pays dangereux à cause de son arsenal nucléaire. Pourquoi ? L'arsenal nucléaire russe est toujours inférieur en nombre à l'arsenal nucléaire américain. Pourquoi ? Vladimir Poutine a-t-il dit qu'il atomiserait quelqu'un prochainement ? Ou peut-être que M. Fillon pense qu'il est de son intérêt de faire semblant d'entendre. Donc voilà, si vous voulez, Marine Le Pen à l'international en voyant un des grands chefs d'État africains. Quoi qu'on pense d'Idriss Déby. Nos internautes peuvent retrouver les archives me concernant. Je n'ai jamais soutenu, parce que Idriss Déby se contrebranle du soutien que peuvent lui accorder des youtubeurs français. J'ai toujours été sur cette ligne-là, qu'elle a des gens sérieux, entre autres de quelqu'un que j'admire beaucoup comme Bernard Lugan, que Idriss Déby est un élément de stabilité dans la région, quoi qu'on en pense. C'est la même chose pour Vladimir Poutine. Ça prouve une chose, c'est que Marine Le Pen entend regarder le monde tel qu'il est, et c'est assez rassurant. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas d'œillère sur le monde, qu'elle n'est pas paralysée par cette idée morte qu'est l'Europe. Parce que aliéner la France à l'Europe, c'est enfermer la France dans un asile d'aliénés vieillissants. C'est-à-dire à la fois dans un asile et dans un hospice. Alors, le grand sujet de la semaine pour cette présidentielle, ça a été l'annonce chez Jean-Jacques Bourdin de Manuel Valls qu'il apporterait son suffrage dès le premier tour de scrutin à Emmanuel Macron. Évidemment, Benoît Hamon n'est pas très content. Il y a beaucoup de remous au sein du parti socialiste. Est-ce que le PS survivra à cette élection ? Est-ce que ça va finalement... Le PS n'était pas fait pour survivre à cette élection. Monsieur Hamon est un syndicat de faillite à lui tout seul. Bon, c'est le candidat du MJS, en fait. Fondamentalement, oui. C'est le candidat du MJS, c'est le candidat téléguidé par M. Cambadélis pour faire le minimum d'ombre et pour faire le ralliement qui fera élire M. Macron. Il est très content de là où il est, puisqu'à la base, il n'est qu'une créature de Martine Aubry. Bon, c'est tout. C'est-à-dire,
c'est le vote acceptable pour les frondeurs avant qu'ils aillent à l'abattoir. Point barre. Pourquoi il se retire pas? Pour Mélenchon, hors de question. Ce serait pourtant un coup de poker extraordinaire. Ce serait un coup de poker extraordinaire, mais il y a une vraie question de fond entre les deux. L'Europe. Parce que, oui, Jean-Luc Mélenchon ne va pas assez loin, mais néanmoins, il y a des gens autour de lui qui sont, je pense à quelqu'un d'extrêmement... qui mérite d'être lu, médité, écouté, qui est quelqu'un comme Aurélien Bernier, qui est sur la ligne la plus raide qu'on peut avoir en termes de souveraineté. Bon, évidemment, il y a aussi M. Corbière, ça je peux comprendre que M. Corbière ne soit pas de nos amis, si M. Corbière est capable d'avoir des amis, ce qui est déjà un débat en soi. Mais le grand problème, c'est que s'il se désiste là-dessus, fondamentalement, il met 2-3 gouttes de critique sur l'Europe dans son truc, mais fondamentalement, c'est un eurocrate comme les autres, Hamon. Il ne peut pas là-dessus. Et a priori, Mélenchon, puisqu'il y a eu des tractations entre les deux, c'est sur l'Europe qu'elles ont à choper. Ça ne veut pas dire que... J'espère pour M. Mélenchon qu'il ne se déshonorera pas une deuxième fois et qu'il n'ira pas tapiner comme il est allé tapiner pour M. Hollande la dernière fois, sans aucune négociation préalable. Mais il ira peut-être tapiner pour M. Macron. Si c'est le cas, son courant sera entièrement liquidé. Par contre, M. Hamon, lui, ne peut pas. M. Hamon ne peut pas se désister. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est tenu par... Il est tenu de loin, encore, par Hollande et par l'architecture PS. Ce serait suicidaire. Si on va sur le fond du sujet, bon, la parole de Manuel Valls ne vaut rien. Oh, grand, super. Bon, grande nouvelle. Mais par contre, merci Manolo. Merci parce que maintenant, nous pouvons vraiment faire une vraie curée sur Hamon. Vous avez remarqué qu'en même temps que le ralliement de Valls, le ralliement de Valls rapporte tellement que la presse soutient de Macron, l'Express, le Nouvel Obs, titre « Est-il si fort ? Ne commence-t-il pas à chuter ?» Vous voyez, comme disait Jean-François Kahn, on lèche, on lâche, on lynche. Il y a des gens qui commencent à le lâcher. Y compris d'ailleurs quelqu'un dont je suis assez content qu'il l'ait lâché parce que j'avais quand même un peu de considération pour cet homme, qui est le général Soublé, qui a priori a pris la porte. Ça prouve qu'il n'était pas totalement vicié par le képi. Mais alors du coup, on a un Macron qui du coup est réancré un peu à gauche dans l'héritage du hollandisme. Et au même moment où Fillon pourrait peut-être en profiter, Fillon dit que, c'est pas très clair, mais qu'il serait prêt à travailler avec Valls ou je sais pas trop quoi, où il accepte la main tendue de Valls. Double erreur. C'est-à-dire, Macron, à vrai dire, ne se retranche pas à gauche. N'oubliez pas que Manuel Valls, c'est le candidat détesté de l'encarté de base PS, qui est généralement retraité de l'éducation nationale, c'est-à-dire celui qui a voté pour M. Hamon. Il est détesté par l'extrême gauche, et donc il va peser en réalité. Et la droite, il ne l'a jamais convaincu alors qu'il a tenté de lui faire du pied. Donc fondamentalement, Valls, c'est un cadeau empoisonné pour Macron. Parce que ça veut dire, tu assumeras jusqu'au dernier jour. C'est encore plus la loose que héros, si vous voulez. Ça veut dire, tu assumeras jusqu'au dernier jour, tu boiras jusqu'à la lie le testament de François Hollande. Et ça, c'est vraiment terrible pour Macron, parce que c'est une sorte de petit couteau qui vous est planté dans le dos et que vous ne pouvez pas retirer, et qui va vous gratter jusqu'à la fin. Quant à Fillon, eh bien Fillon termine l'erreur, et là nous l'avons vu dans nos précédents curés de campagne. Je l'avais dit, s'il a les couilles, il ira jusqu'au bout. Là, il entre dans le schéma de la repentance, c'est-à-dire il baisse la tête pour lécher les babouches et il va se les prendre dans les dents. Tant mieux. Tant mieux. C'est un loser, la loose appelle la loose, et François Fillon appelle la loose. Parce qu'au lieu d'aller chasser sur les terres du Front National, ce qu'il aurait dû faire pour survivre, il essaye de refaire le gouvernement au centre, en bon chiracien, avec 20 ans de retard. Parce qu'on ne gouverne plus au centre, dans un pays qui est à ça de l'étincelle. Erreur. Ça veut dire que François Fillon est tout seul, qu'il n'y a plus personne, qu'il est en roue libre, et là, pour le coup, le pire ennemi de François Fillon, c'est lui-même. Alors justement, à propos d'étincelles, ça chauffe un petit peu.
en vue du débat, puisque ils annoncent un débat le 20 avril, donc vraiment 3 jours avant le scrutin. Il y a des candidats qui commencent un peu on va dire, à grogner, à dire qu'ils ne sont pas très contents du choix de la date. C'était le cas de Mélenchon. Qu'il y ait des débats, évidemment, c'est très bien. Enfin, l'important pour ce débat... Jours, non. Alors, 3 jours, il est vrai que c'est extrêmement problématique. Mais l'important pour ce débat, c'est qu'il ait lieu. Pour sauver le principe de l'élection présidentielle. Il aura lieu sur BFM et iTélé. Là, ouais, d'accord, ok. Ok, c'est lamentable. C'est juste lamentable. L'élection présidentielle telle que la Ve République l'a voulu, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Si on ne respecte pas les bases de l'iségorie, qui est quand même une des catégories sacrées de la démocratie grecque, c'est-à-dire l'accès égal à la parole, alors ça veut dire que les corps intermédiaires ont bouffé cette élection. Nous sommes de retour sur la Quatrième République. Malheureusement, il faut bien comprendre qu'il est anormal que déjà l'épreuve des parrainages, avec ces 500 parrainages, est anormale par rapport à l'esprit de nos institutions. Mais alors qu'il y a un deuxième verrou médiatique pour présélectionner des candidats, alors que là, nous avions la chance de les avoir tous. Oui, mais il y aura les 11 au prochain débat sur BFM. Oui, mais ça reste un débat... Ça reste un débat périphérique, ça reste BFM. C'est vrai que c'est pas le débat de la chaîne publique. Je suis désolé, ça, c'est le rôle du service public de faire ça. C'est lamentable. Et alors, il y a des candidats qui veulent pas y aller parce qu'ils veulent pas se faire tailler des croupières, je comprends. Personne n'a envie d'affronter Asselineau sur la question européenne. Personne n'a envie de se taper la salle sur le développement rural. Personne n'a envie de se taper avec Dupont-Aignan sur la politique de la ville. Parce que sinon, on va rappeler à M. Macron son bilan, à M. Fillon, même pas ses affaires. Le bilan suffit à tuer François Fillon. Hein. Fillon est assez fort pour se tailler des costumes lui-même. Il n'y a pas besoin de le tailler par rapport au fait que ce soit ses amis qui les payent. Pour l'instant, a priori, la seule personne qui se tient assez bien vis-à-vis de ce débat, je crois que c'est Marine Le Pen, et qu'elle a accepté, a priori. Mais M. Hamon va se faire charrier, mais bon. Il est là pour ça, hein, donc il ne faut quand même pas qu'il se plaigne. Et Mélenchon n'a pas envie d'être mis devant certaines de ses contradictions. C'est bien triste, mais malheureusement, c'est pas Nathalie Arthaud qui va le faire. Je pense que c'est plutôt Asselineau, peut-être plutôt Dupont-Aignan. Puisque là, en plus, M. Mélenchon s'est fendu d'une phrase extraordinaire que l'extrême droite allait d'Asselineau à Dupont-Aignan en passant par Le Pen. Bon, très bien. Mais... il est anormal que des hiérarques politiques s'abaissent jusqu'à refuser ce type de débat. Si l'égalité n'est pas construite et n'est pas reconnue lors de l'élection présidentielle, c'est que notre modèle électif aujourd'hui est malade et le cadeau que le général de Gaulle nous avait fait, aujourd'hui, est pillé par la partitocratie et les médias. Autre sujet qui aura peut-être son impact dans la présidentielle française, Theresa May a fait remettre la lettre qui lance l'article 50 de la procédure de retrait de l'Union. Alors visiblement les débats sont un petit peu compliqués puisque il y a le chaud et le froid. Un jour on dit on va être méchant avec les Anglais, le lendemain on dit on sait pas trop, on va pas s'arranger. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très simple, c'est une maladie sénile de l'européisme. Prenez Monsieur Lamy, alors dans une émission qui s'intitulait « Faut-il punir la Grande-Bretagne ?» Il expliquait aussi, pas plus tard qu'hier soir, à une ouvrière que finalement son usine avait fermé, mais c'était pas grave parce qu'on allait tous se reconvertir dans le service. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Hein, tout à fait. Monsieur Langlais était un peu plus réglo quand même sur cette émission que... être moins réglo de Pascal Lamy, il faut quand même déjà se lever tôt le matin. Or, Todd était très bon, hein. Je le dis à nos auditeurs qu'ils aillent revoir ce débat. Ce qui est quand même une des habitudes du personnage quand il ne parle pas de certains sujets qui l'excitent. Mais le grand problème, c'est que Monsieur Lamy a eu cette phrase géniale, le plaisir de l'indépendance politique va avoir un coût économique parce que le réalisme c'est l'économie, le plaisir c'est la politique. Rien que cette phrase-là, déjà c'est psychanalytique, mais ça c'est Pascal, hein. C'est un mec qui croit sincèrement que... c'est un mec qui est passé des évangiles à Hayek, donc c'est un gibier de psy, hein, le Pascal Lamy. Or, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'article 50 est levé,
La Grande-Bretagne est aujourd'hui, les canards s'en font l'écho, la Grande-Bretagne dans une santé économique assez enviable. Donc, et déjà, il n'y aura pas de punition de la Grande-Bretagne parce que l'Europe, c'est l'Allemagne, les banques allemandes sont pourries, et elles sont exposées où ? À Londres. Voilà. Donc, vous connaissez le principe de la roulette mexicaine ? C'est des gens qui se menacent mutuellement avec une arme. Bah, mis à part que Bruxelles a un pistolet à bouchon, ou un pistolet à eau, et les Britanniques ont un flingue chargé. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'UE a envoyé 2 chiens d'attaque, le gaulliste retourné, M. Barnier, et l'insulte à toute esthétique humaine qui est Guy Verhofstadt. Donc, ça va. Hein, pour conquérir une île que ni les nazis, ni Napoléon, ni César n'a pu tenir complètement. Bon, ça va. On va quand même pas y aller. Par contre, je reviens juste un point sur les déclarations de M. Juncker. M. Juncker a dit, dans un accès de gamma-GT, que si Trump continuait à encourager la Grande-Bretagne, il allait encourager l'Ohio et le Texas à faire sécession. Si vous voulez, il faut avoir de la pitié pour Jean-Claude Juncker, parce que c'est vrai que l'Europe, c'est toute la vie qui lui reste, parce que chez lui, c'est soit la foi qu'il quitte, soit la foi qu'il lâche. Mais bon, le pauvre Jean-Claude, là, on est en train de le perdre, c'est bien dommage. Tout ça, si vous voulez, c'est de la mousse. C'est d'une sorte de véritable chiasse verbale qui ne masque que l'impuissance des eurocrates, parce qu'ils ne peuvent rien faire contre la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne va rester un grand exemple de sortie préparée, parce que Theresa May a très bien préparé sa sortie. C'est pour ça qu'elle n'a pas levé la lettre de sortie immédiatement. Elle aurait pu faire voter les communes en urgence. Elle ne l'a pas fait. Les 60 milliards que l'UE demande, elle s'assiera dessus. Ce que je rappelle, et ça aura un effet sur la campagne française. Parce qu'il y aura abandon en race campagne de l'eurocratisme en face des Britanniques. La Grande-Bretagne a été un pays qui a perdu de l'argent volontairement dans l'Union européenne pendant des années, vu qu'elle a été contributeur net, comme la France. Donc c'est un pays auquel on ne peut rien demander, parce que c'est elle qui est en droit d'apporter l'addition. Et la France encore plus, parce que la France a perdu tellement plus d'argent dans cette saloperie. Et surtout, les bons résultats de la Grande-Bretagne font quoi ? C'est qu'aujourd'hui, l'hypothèse du Frexit, qui est menée d'ailleurs par Asselineau, qui a fêté l'anniversaire du traité de Rome à sa façon, par un grand show à plusieurs milliers d'adhérents, qui était plus festif que le sommet européen en même temps sur le même sujet. Aujourd'hui, par Asselineau et également par le positionnement que tous les partis nationaux vont devoir prendre par rapport à l'UE, l'hypothèse du Brexit se matérialise politiquement. Et ça, nous pourrons certainement dans l'avenir en remercier la deuxième dame de fer, qui est Theresa May, parce que toute la lie de la terre est coalisée contre elle. Eh bien écoutez, on verra à quel moment il faudra la remercier. On aura sûrement l'occasion de commenter donc le débat de BFM, puisqu'il n'aura pas lieu sur le service public, dans la prochaine curée de campagne qui aura lieu en avril.